Bonjour à toutes et à tous pour ce séminaire de la chaire Yves Oltramar. On a un horaire un petit peu bancal, parce que les habitudes, c'est que nous nous réunissions plutôt à 18h30. Et là, on a mis 18h15 pour avoir peut-être plus de temps pour travailler ensemble. Donc, il est tout à fait possible que certains arrivent en retard. Et puis, comme vous le savez, il y a quand même une compétition tout à fait déloyale, c'est le Qatar. C'est pas forcément un horaire adapté par les temps qui courent. C'est également un très grand plaisir de faire cette opération en partenariat avec Didier Péclard de l'UNIV. Didier et moi, vous le savez, Didier et moi, vous le savez, nous sommes amis depuis très longtemps. On a beaucoup travaillé dans différentes circonstances ensemble. Et Didier est naturellement chez lui au sein de la chaire Yves Oltramar. Tu présenteras peut-être tout à l'heure la nouvelle configuration que vous avez adoptée à l'UNIG et qui peut intéresser notre auditoire. Didier m'a posé tout à l'heure une question absolument inconvenante. Comment nous organisons-nous? Ce qui est un oxymore. Et conformément à notre tradition, nous allons assez largement improviser. Mais le séminaire de ce midi, comme d'habitude, mais le séminaire de ce midi nous a démontré que c'était la bonne méthode pour travailler ensemble. Simona Tagliani et Roberto Beneduce sont donc chercheurs et professeurs à l'université de Turin. Et nous les surexploitons. Vous travaillez sur le mont Coupé, qui est un mont mythique sur lequel travaillent les envoûtés au Cameroun. Donc vous travaillez sur le mont Coupé depuis hier soir de manière intensive. Et je suis navré de vous soumettre à pareille surexploitation. Mais je crois qu'on s'en félicite parce qu'on apprend beaucoup avec vous depuis hier. Et cette surexploitation de la main-d'œuvre turinoise s'explique, vous le savez, par la possibilité pour Peter Rechir de nous rejoindre. Il est confronté à une situation familiale douloureuse et il a dû se décommander avec beaucoup de générosité. Simona et Roberto ont accepté de nous prêter main forte. Ce qui nous réunit ce soir, c'est une personnalité très importante et très marquante. D'abord des études camerounaises, on va dire, de l'anthropologie ou des sciences sociales travaillant sur le Cameroun. Et j'expliquerai rapidement tout à l'heure la manière dont j'ai rencontré Éric de Rosny. Donc voilà, le personnage qui nous réunit, c'est Éric de Rosny, jésuite, qui a servi sa congrégation pour l'essentiel au Cameroun depuis la fin des années 1950, si mes souvenirs sont bons. Mais il a également assumé son ministère au Tchad et en Côte d'Ivoire. Son expérience a essentiellement été africaine. Et sa démarche est tout à fait typique de la compagnie de Jésus, puisqu'il a conçu l'universalité du catholicisme comme une rencontre avec l'altérité des sociétés, l'altérité de ce qu'il nommait peut-être les cultures, mais vous savez que je mets toujours des guillemets à cette notion. Et l'un des traits marquants de la démarche et de la personnalité d'Éric de Rosny, c'est précisément cette tension entre une appartenance non seulement à l'Église catholique, mais au ministère de l'Église catholique, qu'il n'a jamais remise en cause, et une très forte empathie, et même ce que l'on appellerait dans le jargon de l'anthropologie, une forme d'observation participante, puisque lui-même s'est fait, je crois qu'il aurait mis des guillemets, initié, parce que le terme a une connotation parfois problématique. Donc lui-même s'est fait initier
en travaillant avec des guérisseurs de la société Douala, et plus largement du littoral camerounais, et s'est fait ouvrir les yeux pour voir dans la nuit. Alors, cette tension, elle n'était pas évidente. Et par exemple, l'un des pères jésuites qui l'a accompagné tout au long de ces années au Cameroun, René Bureau, a quitté la Compagnie de Jésus et est passé un petit peu de l'autre côté du miroir. Donc, Éric de Rosny, lui, a vraiment tenu les deux bouts de la chaîne avec une forme d'élégance, bien sûr, mais également de distance et d'ironie qui était, je crois, l'un des aspects assez flagrants de sa personnalité. Son appartenance à l'Église, enfin au ministère de l'Église catholique, je la mettrais volontiers en relation avec l'un de ses contemporains, et je crois l'un de ses amis, Michel de Certeau, dont nous parlions ce midi, qui lui aussi était jésuite, qui lui aussi a pratiqué une forme de pluridisciplinarité, puisqu'il était historien tout à fait reconnu du mysticisme du premier âge moderne, et psychanalyste. Et je crois que c'est Paul Ricoeur qui a qualifié Michel de Certeau d'outsider de l'intérieur. Et il y avait un peu chez Éric de Rosny ce côté outsider de l'intérieur, même s'il était peut-être plus de l'intérieur que de l'outside, si je puis dire. Néanmoins, je me souviens d'un dîner avec Éric de Rosny où, donc c'était à l'époque du pontificat de Jean-Paul II, et comme vous pouvez l'imaginer, un jésuite et Jean-Paul II, ça va quand même pas de soi. Et Éric de Rosny m'avait dit tous les ans, je prie le Seigneur de rappeler à lui sa sainteté. Il ne m'écoute pas. Ça, je crois que c'était... Il y a également la figure du Père Ebga, figure éminente de la Compagnie de Jésus au Cameroun, qui lui aussi avait un rapport, enfin, pas compliqué, mais complexe, avec le monde des guérisseurs. Et Éric et le Père Ebga n'avaient pas, je crois, si j'ai bien compris, eu toujours des relations très faciles au sein même de leur congrégation et de leur ministère. Et ironie de l'histoire, de l'Église, de la foi, je ne sais pas, c'est le Père Éric de Rosny qui a prononcé l'éloge funèbre, l'oraison funèbre du Père Ebga. J'aurais voulu vous l'apporter, mais le texte est assez long. C'est quand même un monument d'ambivalence et d'ironie. C'est une très très belle pièce de littérature. Voilà, donc ça c'était la figure d'Éric de Rosny que je tenais à partager avec vous très brièvement avant de laisser Didier présider ce séminaire. Peut-être avant de le faire, un ou deux mots complémentaires. Personnellement, j'ai rencontré Éric dans les années 1970, quand j'étais encore un très jeune thésard même. Et donc je travaillais sur la société politique camerounaise. Et ma rencontre avec Éric était comme ça une rencontre un peu... enfin, quand on fait de la recherche, on rencontre tout le monde, enfin en tout cas un maximum de personnes, et on m'avait assez rapidement guidé vers Éric de Rosny comme étant un très bon connaisseur de la société du littoral camerounais. Et nous sommes très rapidement devenus amis, et je dois dire que certaines des pages de mon livre, L'État au Cameroun, et de bien des pages ultérieures n'auraient jamais pu être écrites si, d'une certaine manière, et toute proportion gardée, Éric de Rosny ne m'avait pas ouvert les yeux sur cette dimension de l'invisible qui est constitutive du politique. Je pense qu'une des grandes leçons également que m'a instillé Éric,
même si j'ai eu d'autres sources de ce point de vue, mais en relisant rapidement quelques pages de l'ouvrage dont je vais vous parler dans un instant, Peter Réchir, à propos d'Éric de Rosny, insiste sur l'ambiguïté des Nganga, qui sont à la fois guérisseurs, mais potentiellement des sorciers, puisqu'ils ont le pouvoir, ils sont initiés, ils ont le pouvoir de voir, mais aussi le pouvoir de combattre dans la nuit, de combattre le mal, mais toujours en étant suspectés d'être eux-mêmes des sorciers et de faire eux-mêmes trafic de santé et de mort, ou de vie. Et donc, en discutant avec Éric de Rosny, en le lisant tout au long de ces décennies, j'ai mieux compris cette dimension de l'ambivalence qui est véritablement constitutive de la vie sociale, et en particulier, pour ce qui me concerne, de la vie politique. Un autre point que je voudrais mettre en exergue, c'est qu'est-ce que c'est que ce monde de la nuit? Quelle est la leçon, quel est l'enseignement qu'en a tiré Éric de Rosny de manière assez traumatique lorsque Dean, le guérisseur Dean, lui ouvre les yeux. Éric de Rosny résume la chose de la manière suivante. La vision, c'est d'abord la révélation de la violence entre les hommes. Nous en avons parlé à midi dans le séminaire sur Frantz Fanon, mais cette violence entre les hommes, naturellement, nous la voyons se déployer jour après jour à la télévision, en ouvrant nos journaux et en observant nos sociétés. Et je me souviens de ce dîner ou de cet apéritif débat auquel m'avait convié Éric de Rosny dans un cercle d'Avignonnais de Paris qui recevait René Girard, philosophe qui a beaucoup réfléchi sur ce qu'il nomme la violence fondamentale, qui est donc à la base même de la société humaine. Et puis une dernière remarque. Éric de Rosny a beaucoup travaillé sur des guérisseurs, qui sont donc des hommes, mais il a également consacré de très belles pages à une figure de la société bamileke. Et à l'époque, ça n'était quand même pas si évident d'avoir cette sensibilité. Cette figure, c'est ce qu'on appelle la CAMSI, rien à voir avec Nina Kamsi, Thiers de la chaire pendant plusieurs années, et doctorante et chercheuse associée de la chaire Yvonne Tramar. La CAMSI, ce sont des femmes qui sont des oracles, qui d'une certaine manière ont un rôle prophétique, qui ne sont pas à proprement parler des guérisseuses, et Éric de Rosny, encore une fois, à une époque où ça n'était pas la règle, a su comprendre que ce monde de la nuit, c'était également un monde habité par des personnages féminins, non pas simplement en tant que sorcières, entre guillemets, mais également des femmes qui avaient des pouvoirs dans l'invisible, des pouvoirs de vision et potentiellement des pouvoirs de guérison. Le terme de guérison, qui est le pivot de notre séminaire ce soir, nous devons donc le prendre dans plusieurs sens. Un sens, on va dire, thérapeutique, enfin classique, celui des guérisseurs, mais bien sûr, sous la plume d'Éric de Rosny, c'était aussi une guérison dans un sens plus chrétien, et vous retrouvez là la tension entre l'anthropologue et l'homme de foi. Le prétexte du séminaire de ce soir, c'est la publication, on peut faire circuler les flyers de cet ouvrage, c'est la publication de 3 volumes, enfin d'un coffret de 3 volumes, par les éditions Alfi, qui constitue une quasi-intégrale ou une intégrale des articles d'Éric de Rosny, Culture et guérison, avec quelques pièces introductives, quelques textes introductifs auxquels j'ai malheureusement pas pu participer, mais c'est entièrement de ma faute, parce que j'ai jamais réussi à tenir les délais
que nous réclamaient les coordonnateurs, nos collègues de l'université de Neuchâtel, et cela en dépit de leur extrême générosité de la négociation des délais. Mais voilà, il y a un moment où il fallait boucler le livre. Et en quelque sorte, l'organisation de séminaires est une réparation que je dois à cette entreprise collective. Donc je vous encourage à vous procurer cet ouvrage qui est une merveilleuse introduction à l'œuvre et à la personnalité complexe d'Éric de Rony. Didier, à toi maintenant, et peut-être peux-tu en une phrase ou deux nous expliquer ce qu'est ce lab. Très volontiers, merci beaucoup. Merci, merci Jean-François, merci pour ton accueil. C'est vrai qu'on peut avoir parfois l'impression que la distance qui sépare l'Université de Genève de l'IHEID est immense, mais ça n'est pas le cas. J'ai toujours apprécié de me sentir à la maison, comme tu le disais ici, et je t'en remercie pour ce vieux compagnonnage qui remonte en tout cas à un trafic de fromage dans les années 90, si ce n'est tout début des années 90, entre Lausanne à l'époque et Paris. Bref, donc très heureux de vous accueillir aussi ici en ces murs au nom du Geneva Africa Lab, qui est une structure, ou plutôt un réseau de chercheurs qu'on a constitué à l'Université de Genève grâce à la présence d'un nombre croissant, et ça me réjouit, de personnes qui travaillent depuis différentes perspectives, en histoire, en anthropologie, en sociologie, en sciences politiques, en géographie, en archéologie aussi, sur différentes parties de l'Afrique subsaharienne, sur différentes sociétés. Et donc on a créé ce lab il y a maintenant quelques mois, au printemps de cette année. Et puis, voilà, on se réjouit de pouvoir organiser régulièrement des rencontres, des séminaires et une première, en l'occurrence, formellement, collaboration entre la chaire Ultramar et le lab. Et je suis certain que ce ne sera pas une dernière et je m'en réjouis. Et très heureux aussi que cette première soit autour de l'œuvre d'Éric de Rony, de la publication de cette somme quand même, de ces 3 volumes très impressionnants. Je ne vais pas en dire plus parce que je crois qu'il est plus important de laisser la parole à nos 2 invités, ou j'allais dire nos 3 invités, mais tu n'es pas exactement un invité, Jean-François, mais je sais que tu interviendras aussi dans la table ronde avant qu'on puisse ensuite ouvrir la discussion au public. Donc merci aussi à Simona et Roberto d'être venus, de s'être laissés comme ça exploiter pendant 3 jours, 2 jours plutôt même, et on se réjouit de finir en beauté ce soir avec autour de la question de la guérison en Afrique centrale. Je ne sais pas dans quel ordre vous avez prévu de présenter. Alors, un autre mot incongru. Oui. Ouais. Je prends la parole. Je te laisse peut-être prendre le micro pour être sûr que ça soit bien. Alors, merci Didier, merci Jean-François et à vous tous. Excusez-moi. Je pense que la chose qu'on peut faire ce soir pour se souvenir d'Éric et de vous transmettre ce qu'Éric a nous laissé. Donc, je parle pour moi-même. Il faut reconnaître que moi et Roberto, on l'a connu ensemble un peu plus tard que Jean-François, parce que moi, j'avais commencé mon recherche de doctorat au Cameroun dans les années 2000, fin de 99-2000. Donc, on est arrivé à Yaoundé. Avant d'aller à Douala, on avait basé notre recherche plutôt dans le sud du pays, dans les contextes soit dit Boulou, presque à la frontière avec les Gabon. Mais à un certain moment, après avoir lu Éric de Rony, on s'est décidé d'aller le rencontrer au centre des rencontres spirituelles de Douala. Et donc, première image que je voudrais vous laisser, c'est cette rencontre, une rencontre où Éric a été très gentil avec nous, mais il nous poussait à prendre contact plutôt avec d'autres chercheurs, bien plus experts de lui sur le Cameroun. Et donc, au moins moi, j'ai eu la sensation qu'il cherchait de nous un peu chasser du centre. Donc, un accueil gentil, mais pas vraiment
on n'était pas trop à l'aise. Il a été généreux en disant, surtout à moi, j'étais un peu plus jeune, j'ai commencé mon recherche de doctorat, de trouver quelque chose à faire. Donc, la recherche, c'est avant tout trouver quelque chose à faire dans les contextes où on veut vivre et rester longtemps en tant qu'anthropologue. Il me disait, si vous voulez travailler sur la maternité, sur les enfants, il faut trouver un contexte de travail pour vous. On ne peut pas aller à faire des questions aux personnes, on ne peut pas connaître les personnes si on n'a pas un rôle quotidien dans leur vie. Donc, j'avais gardé bien sûr cette leçon, mais je voudrais partager cette feeling, cette sensation d'être un peu chassé. Et il m'avait aussi conseillé de prendre contact avec une chercheuse qui connaît très bien le Cameroun, et c'était une collègue à moi de l'université de Turin qui était arrivée au Cameroun peut-être 6 mois avant que moi, donc je savais qu'elle n'était pas la personne que j'ai cherchée, mais j'ai pensé plusieurs fois, qu'est-ce que cet homme-là est en train de m'enseigner, de me transmettre? Et peut-être ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Je pense qu'Éric Deroni a voulu me transmettre le fait que pour avoir une rencontre authentique, il faut avoir du temps, une certaine ténacité, et surtout avoir des questions réelles autour desquelles on peut discuter. Ce n'est pas donc les rencontres formelles, institutionnelles, ce n'est pas de dire je viens de l'université de Turin, je suis là pour faire une recherche. Je pense qu'Éric n'était pas intéressé, concerné par ça. Il voulait voir si on avait l'esprit de retourner plusieurs fois, même pour le déranger un peu, si on était un peu têtu à vouloir cette rencontre. Et donc, bien sûr, on a, comme beaucoup des Italiens, on a la tête très dure, donc nous sommes allés à déranger Éric Deroni plusieurs fois. Soit au centre des rencontres spirituelles de Douala, soit après à Paris, soit on l'a invité plusieurs fois en Italie chez nous pour partager certaines questions de la recherche et de la clinique qui nous concernaient beaucoup. Et à fur et à mesure qu'on a partagé avec Éric notre question, bien sûr, on a trouvé l'espace d'accueil qu'on cherchait du début. Donc, il a été très aigu, très généreux à partager aussi avec nous les doutes, la recherche même qu'il était encore en train de faire sur la dimension de la guérison. Cette expression rencontre authentique, je la garde d'une référence que cette matin Roberto a déjà fait dans l'autre rendez-vous, dans l'autre séminaire, et dans une petite publication d'Éric Deroni fait avec les titres Ici ou ailleurs en Afrique. Peut-être c'est un livre moins connu, où il partage avec les lecteurs l'expérience algérienne, parce que Éric Deroni, comme Roberto le disait ce matin, est parti en Algérie, come si dice esercito? Dans l'armée, excusez-moi. Et c'est les mots, l'expression qu'il utilise en face d'une vieux algérienne paysan qui est dans l'accampement, enfermé sur lui-même. Éric Deroni disait je n'oublie pas son regard qui m'a interrogé. J'étais à partir de ces moments-là, c'est-à-dire un regard qui n'a pas vraiment de possibilité de développer un rapport, mais pour Éric a été le moment où c'est ouvert dans son esprit le désir de faire une rencontre authentique avec l'autre. Peut-être ce n'était pas possible en Algérie à l'époque, mais je pense qu'il faut dire qu'au Cameroun au moins il a fait des rencontres authentiques. Alors,
Deuxième image, c'est les rencontres authentiques avec son maître Dean. Donc, je reprends ici son œuvre la plus intense, Les yeux de ma chèvre, publié en 1981. Et je voudrais retourner sur ce que Jean-François déjà a évoqué, le fait que l'art de guérir, au moins à Douala et au moins chez Dean, c'était l'art de prendre en charge la violence du monde, la violence humaine du monde, donc la violence entre les hommes et les femmes. La violence économique, sociale, la discrimination raciale, la violence de la marginalisation, la violence arbitraire aussi de la nature, la violence de la mort. Tout ça concernait beaucoup soit Dean et Éric Deroni. Et les passages que je voudrais rappeler avec vous, c'est justement la mort de Dean qui arrive les jours après la soi-dit fête d'initiation, les sacrifices de la chèvre, les yeux de ma chèvre. Et là, Deroni découvre que cette violence du monde qui tombe dans une famille avec la mort de quelqu'un doit être interrogée. Ce n'est pas une question laissée à côté. Il faut se demander c'est qui a voulu, qui a désiré, c'est qui a tué les maîtres Dean. Et la famille a pris en compte la possibilité que c'était Éric Deroni même qui était responsable de la mort de son maître. Et je me rappelle des pages où Éric partage avec les lecteurs le fait qu'en tant que jésuite, pour lui, c'était vraiment une énigme de comprendre comment quelqu'un pouvait lui rapprocher d'avoir désiré la mort de quelqu'un. Et il prend une distance à l'époque. Les rapports avec la famille de Dean n'étaient pas faciles à l'époque, donc je pense que c'est le moment où il accepte de se déplacer en Côte d'Ivoire. Et il rentre au Cameroun après 7 ans à peu près. Et c'est une longue durée d'élaboration de cette accusation d'être responsable de la mort de quelqu'un. Et c'est là qu'Éric Deroni comprend que la question de la famille de Dean n'était pas de trouver un coupable, mais un responsable. Il fait une différence importante entre ces deux notions de culpabilité et de responsabilité. Même si on n'est pas coupable de quelque chose, le fait qu'on assume la responsabilité de l'acte, ça donne les débuts d'une chemine de guérison ensemble. Et donc, à la fin, Éric Deroni a vu qu'il va prendre la responsabilité sur ses épaules de la mort de son maître, même s'il il insiste sur le fait qu'il n'est pas coupable, mais quand même, il dit il faut que quelqu'un assume la responsabilité de la violence. Ça, c'est le rôle d'un guérisseur. C'est au centre de la guérison avoir quelqu'un qui assume la responsabilité de la violence du monde. Donc, on peut même dire que la scène de l'initiation faite avec Dean a une véritable efficacité de transformer Éric Deroni en guérisseur après 7 ans, quand il assume la responsabilité de la mort de son maître. Donc, ce n'est pas le rite en soi, mais c'est cette transformation intime, intérieure, qui fait de nous quelqu'un de nouveau. Troisième image, et après je m'arrête sur mes souvenirs, c'est
quand on a commencé à partager pour développer cette relation que j'espère a été authentique, j'ai partagé avec lui ma difficulté dans mon propre terrain de recherche et de travail. Je travaille surtout depuis des années sur la migration des femmes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, surtout du Nigeria, mais aussi des autres pays, Côte d'Ivoire, Sénégal. Et c'est une migration caractérisée par un niveau de violence incroyable sur leur corps, sur leur esprit. C'est une violence faite entre femmes. C'est pas la violence de genre à laquelle Bourdieu avait nous habitués. C'est une violence des femmes contre des autres femmes. Et cette violence assume beaucoup de fois, la majorité des fois, l'idiome, l'expression de l'invisible, d'une violence sorcellaire qui gâte, qui bloque, qui empêche à la vie de continuer. Et donc, j'ai eu pas mal de rencontres avec des femmes qui partageaient avec moi leur expérience de l'angoisse des mortes que la crise sorcellaire introduit dans l'expérience d'une être humaine. Je prends l'expression crise sorcellaire d'une autre amie, Warnier, qui l'a utilisée pour faire une distinction entre la sorcellerie comme rumeur, et on peut avoir en Afrique l'expérience d'une sorcellerie dit au marché comme rumeur qui court entre les gens, et la sorcellerie comme une véritable crise individuelle. Alors, moi, je cherchais de partager avec Éric Deroni cette difficulté à me relationner avec des femmes dans les moments de la crise, quand la violence avait vraiment détruit tout leur sentiment de confiance dans le monde et dans les autres êtres humains. Éric Deroni m'a appris que dans ces moments-là, et c'était une suggestion méthodologique et éthique que je garde encore aujourd'hui, il faudrait, en tant qu'écouteur, je retourne sur la question de l'écoute de ce matin, maîtriser notre expression faciale, notre posture, parce qu'il me disait, ça suffit, une petite sourire, ça suffit, une petite mouvement des yeux, ça suffit... Grimace. Que l'autre s'arrête. Perdre la confiance aussi en toi. Et donc, il m'avait dit, ça arrive aussi avec moi, c'était arrivé avec moi, que la personne était en train de me parler de l'accusation sorcellaire, la sensation d'être agi par quelqu'un, donc d'être victime d'une attaque sorcellaire, mais si je ne maîtrisais pas mon corps, dans des instants, la personne disait « Ah, mon père, excusez-moi, je dois aller, je me suis rappelé que j'ai un rendez-vous là. » Et donc, il disait « La communication est interrompue si l'autre aperçoit que notre posture est de ne pas croire, de ne pas être là dans la relation, de ne pas croire à l'angoisse des mortes que la personne a. » Et il m'avait aussi appris à dire chaque fois que ça arrive, quand même, il faut donner un autre rendez-vous. Et pas trop loin dans la temporalité. Bon, on va se rencontrer la prochaine semaine. Donc, il me disait, si tu es dans des situations comme ça, il ne faut pas laisser la personne seule pour beaucoup de temps. Mais surtout, c'est pas seulement ça, c'est de donner les rendez-vous pour, sans le dire, passer les messages, on va se rencontrer encore. La vie continue, on va élargir la vie.
la possibilité de se rencontrer encore, c'était la façon d'Éric Deroni pour élargir la vie de l'autre. Et donc, je garde toujours cette leçon pour moi, et je dois avouer que je l'utilise pas mal de fois dans mes rencontres, même aujourd'hui, avec les femmes qui viennent de l'Afrique et qui sont prises dans cette angoisse de mort pour une attaque faite par des autres êtres humains. Donc, je peux dire, et ici je termine, que j'ai plutôt appris, grâce à Éric, une art de la guérison qui est liée bien sûr à la question de croire, mais pas à la foi. Et peut-être, il n'était pas d'accord sur ça, mais même avec une posture laïque, parce que moi je ne suis pas dans l'esprit de la foi religieuse, il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Merci. Merci beaucoup. Merci Simona de nous avoir comme ça introduit directement dans le sujet de la guérison et de l'écoute. Merci Didier, merci Jean-François. Effectivement, parler d'Éric Deroni, c'est toujours une expérience forte, parce que parler d'Éric Deroni est aussi parler de notre expérience au Cameroun. Et le travail, la recherche qu'on a fait au Cameroun nous a marqué profondément. Donc, tout un monde d'images, de rencontres, de personnes qu'on a aimées profondément. Je dois dire, au-delà de certaines représentations de la recherche anthropologique, mais on a bâti des relations d'amitié, de confiance, comme il arrive, mais il n'est pas la règle. Le Cameroun nous a marqué profondément. Et le fait d'avoir eu comme maître à notre côté, Éric Deroni a nécessairement orienté notre sensibilité. On était ensemble, Simona l'a dit déjà, lorsqu'on a rencontré la première fois Éric Deroni à Douala, le quartier de Boramoussadi, si je me souviens. Et il y a l'image qui, à côté de l'impression de nous chasser, je ne peux pas effacer de ma mémoire. Une petite armée de cafards. Peut-être c'est l'autre stratégie par laquelle Éric Deroni cherchait de nous chasser. Il avait convoqué des cafards, de quelque manière, pour nous donner l'idée que là, le terrain n'était pas des plus faciles. Et il, calmement, nous disait, nous parlait du travail et des difficultés, en soulignant que rien ne pouvait être fait sans montrer d'avoir aussi des choses réelles, utiles pour l'autre. Vous êtes médecin, bon, faites quelque chose dans le contexte de la médecine. Et cette nécessité d'être utile pour l'autre, évidemment, Éric l'avait appris au long des années où les conflits n'était pas manqué entre lui et les pays, entre lui et l'évêque et les autres confrères, parce qu'il faut le dire, la trajectoire d'Éric Deroni a été scandée par pas mal de problèmes, de malentendus avec les autres jésuites, avec l'évêque de Douala, avec des généraux de l'ordre jésuite. Moi, que quand j'étais adolescente, j'avais longuement fréquenté les jésuites, je pouvais bien comprendre le réseau, et les hiérarchies et les difficultés d'accepter les chemins d'un homme qui voulait, pas en tant qu'anthropologue, mais comme jésuite, interroger un autre ordre spirituel. Et en tant qu'anthropologue, parce qu'il faut le dire, Éric Deroni était un anthropologue très très sophistiqué, interroger cette épistémologie qu'il ne voulait jamais banaliser. Éric Deroni nous laisse un trésor de questions épistémologiques et méthodologiques.
Et c'est difficile de résumer ou même les évoquer. Je me borne à en dire vraiment 2 ou 3 choses parce que c'est un univers incroyable. La première, sur le plan méthodologique, c'est qu'il ne renonce jamais à faire les va-et-vient entre son apprentissage, sa culture des jésuites et les personnes qu'il rencontre. Lorsqu'il sera accusé d'avoir tué Dean, son maître, il s'assimile, il s'identifie à Édipe. Mais lorsqu'il doit penser à Dean, accusé à son tour d'avoir causé la mort de quelqu'un d'autre, il nous donne une image que je veux citer pas par cœur, mais directement de son livre. Il rencontre Dean, il le rencontre avec sa démarche chancelante parce qu'il a été battu en prison, et il écrit. Il évoque irrésistiblement pour moi la passion de notre homme, accusé injustement, battu dans une salle de garde il y a 2000 ans. Donc, il identifie Dean à Christ, à Jésus-Christ. C'est une identification que je ne vais pas laisser aux marges d'une simple stratégie rhétorique. Parce que notre anthropologue italienne, Ernesto De Martino, travaillant sur les guérisseurs, sur les chamans, dira « Le chaman, c'est le Christ magique ». Donc, voyez-vous comment 2 personnes d'expériences, de formations totalement différentes retrouvent la métaphore de Jésus-Christ pour penser, définir cette image, cette figure presque sacrificielle du guérisseur malentendu, accusé injustement, battu. C'est une image très forte sur laquelle on pourra retourner. Mais pourquoi Dean, son maître initiateur, est accusé? Et la question a été déjà évoquée par Jean-François. Parce que les Nganga occupent de manière inexorable une place ambivalente de soupçon de peur, aussi que de pouvoir de guérir. Et que de Rosny a cherché dans tous les écrits, dans tous les travaux, de faire la différence entre les sorciers et les Nganga. Mais quelque part, il doit reconnaître que cet effort de le distinguer, c'est un effort impossible. De fait, il doit reconnaître que Dean sera accusé d'avoir tué quelqu'un d'autre. Il connaît lui-même les soupçons d'avoir tué son maître. Et il y a un passage dans ses écrits postérieurs à Les yeux de ma chèvre, là où il raconte l'effort de faire converger, de faire rencontrer plusieurs experts camerounais, même une psychiatre camerounaise qui est Berthe Lolo, qui travaille à Paris comme psychanalyste et anthropologue, autour du savoir médical traditionnel. Pour lui, il n'y a pas de doute, les Nganga sont des guérisseurs qui veulent la santé, qui veulent la guérison des malades. Mais il doit admettre que ces savoirs peuvent connaître une autre utilisation. Et d'accord avec d'autres guérisseurs, une fois qu'il a recueilli dans ce qu'il appelle le cahier de Manemaloum, c'est une récolte de recettes médicinales dont une copie il m'avait donné en 2010 en me disant « Garde pour toi, mais ne laisse pas cette copie circuler, donc pas de faire d'autres publications, pas de reprendre ces recettes ». Il décide avec d'autres guérisseurs de détruire ces cahiers parce qu'ils ont reconnu, ils ont vu que ces recettes pourraient être utilisées pour faire du mal. Donc, Éric de Rosny croise toutes les étapes d'un savoir et d'une place d'un savoir qu'il doit admettre n'est pas figé. Éric de Rosny est bien consciente que la culture traditionnelle camerounaise, la culture et les savoirs du Nganga
la culture des jeunes Camerounaises qu'il rencontre au lycée Liberman dès qu'il arrive en 1957, c'est une culture qui bouge, qui change, qui traverse des crises, et donc le savoir du guérisseur n'est pas épargné par cette métamorphose continuelle. Donc, Éric de Lorgny a une idée moderne de la culture et de la tradition de la thérapie en pays africain, en Afrique centrale. Mais de cette métamorphose sans cesse, il nous donne aussi notre image lorsqu'il parle de son maître Dean, avec lequel il avait eu une relation très forte, lorsqu'il se confronte avec une épidémie de choléra à Douala au Cameroun. Et c'est un portrait très fort qu'il nous laisse de ce guérisseur qui se bloque devant la quantité de personnes qui ont décidé de se faire vacciner. Le guérisseur est pris par une doute épistémique. Il ne sait plus quoi faire. Il doit admettre que son savoir n'était pas capable d'éviter l'épidémie. Il doit reconnaître que tout le monde se plie maintenant à la puissance de la médecine occidentale. Et après ce moment de doute, même Dean acceptera de se faire vacciner. Nous nous sommes rencontrés encore longuement en 2010 et j'ai pu suivre Éric de Lorgny dans ses pèlerinages et j'ai connu aussi le Camerounais, le Nganga camerounais que, à son tour, Éric de Lorgny avait initié. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Voir comment Éric de Lorgny, qui avait été initié, est identifié par Otto Nkongo comme le seul qui pourra terminer son périple initiatique. Un Camerounais qui se confie à un prêtre, à un blanc, pour terminer son initiation. Là aussi, nous trouvons quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que l'initiation d'Éric de Lorgny a engendré beaucoup de débats au Cameroun. Les jeunes Camerounais ont lui reproché d'avoir osé pénétrer dans la forêt des savoirs locaux. Et beaucoup d'eux ont dit des mots forts contre cette arrogance de tout prendre. Parce que, il faut se le dire, rien on peut pardonner à l'arrogance coloniale, à l'arrogance des Blancs de tout exploiter et de tout voler. Mais le dernier acte, voler les savoirs de la guérison, ça c'est quelque chose qu'on ne pardonne pas facilement. Parce que l'acte de la guérison, c'est le noyau le plus secret d'une culture. Et c'est aussi Éric de Lorgny qui dit ça. Je vais reprendre ces mots parce qu'ils sont puissants. 14 années après mon arrivée à Douala, je découvre pour la première fois l'éclatante expression de la culture africaine, dont les bienfaits sont certains et qui ne doit rien à l'Europe. Les jours de la fête, la population de Douala est conviée à des manifestations traditionnelles sur les places publiques où des délégations de différents quartiers exécutent des danses et reproduisent des cérémonies d'antan. Tout autre est la séance de nuit chez Dean. Elle ne se cherche, pardonnez-moi, elle ne cherche pas à démontrer l'existence d'une culture africaine, mais elle est l'exercice même de cette culture dans l'une de ses fonctions principales, la guérison. Ici, personne ne donne l'impression de jouer. Dans cette page, la culture trouve son noyau dans le but de guérir. Mais je dis que Éric de Lorgny n'est pas naïf. Il connaît bien que le monde est double, que le monde de la nuit, le monde invisible est double sans doute, mais aussi le monde du jour. Et quand il apprendra, comme le disait
Jean-François Bayard à sentir, à percevoir, après l'initiation de la violence du monde, il doit admettre que la même culture qui n'a que ses buts dans son cœur de guérir, c'est une culture qui ne cesse de cacher à ses membres la violence qui s'exerce contre eux. Donc, la même culture qui veut guérir doit en même temps cacher la violence qui l'anime, qui la pénètre comme un ver. Et c'est ça le problème de notre relation épistémique avec les savoirs thérapeutiques, que nous pensons de le pouvoir détacher d'une manière définitive de la violence, du négatif, tandis que nous devons plutôt reconnaître que les savoirs de la guérison, les savoirs de la cure sont mêlés, pressés à la mort, à la violence, au soupçon, au conflit, de manière ontologique, j'oserais dire. Les souvenirs des bières bues avec Éric de Rosny pendant la fête d'Ungondo, lorsqu'on avait assisté à cette fête incroyable, lui invité parmi les sages à Douala avec les princes, à quoi dans la place, tous les deux la nuit, et je dois avouer que l'énergie physique d'Éric de Rosny m'avait toujours interrogé. À minuit, 1 heure, 2 heures, le père Éric de Rosny avait plus de force que moi. Je ne savais pas d'où il tirait cette force magique d'être actif, présent. Évidemment, l'exercice de ces longues stratégies thérapeutiques l'avait transformé. Et m'a appris aussi la place que finalement on avait reconnue à Éric de Rosny après presque 50 ans de travail au Cameroun. C'était la place de la sagesse, mais aussi la place du secret. Éric de Rosny n'a jamais dit tout ce qu'il avait appris, vu, connu. Ça, c'est une autre leçon qu'il donne aux chercheurs, qui sont parfois pressés de tout révéler, de tout écrire, de tout transférer dans les livres. Éric de Rosny, comme d'autres, aussi Andras Zampleni, qui a été déjà évoqué ce matin, avait connu très bien cette pathologie du regard anthropologique. Andras Zampleni parle de l'anthropologue occidental comme de quelqu'un qui est malade de ce qu'il appelle la sécrétophilie, l'amour pour les secrets, et évidemment l'envie de le révéler une fois retourné chez lui. Éric de Rosny avait un profond respect pour les savoirs traditionnels, jusqu'à bien comprendre que ces secrets devaient être gardés, avec toute la lourdeur, le poids que garder un secret impose. Les rapports avec les autres jésuites et les autres confrères, c'est un chapitre à part. Jean-François évoquait déjà le père Egba, jésuite camerounais, qui avait dans ses livres, par exemple, Sorcellerie, une chimère dangereuse, même il s'était un peu moqué de cet anthropologue qui voulait connaître la sorcellerie camerounaise. Il faisait évidemment référence à de Rosny. De Rosny aura le temps de se moquer à son tour des bas, de Père Egba. Mais au-delà de toute moquerie, il y a aussi un côté tragique. Parce que le Père Egba, qui a été animateur d'un réseau international très puissant, les communautés de vie chrétienne, qui était protagoniste du mouvement charismatique, qui a été un des héros
de la prière charismatique et de l'exorcisme, tombe malade. Et encore une fois, de cette maladie très douloureuse qui va toucher en particulier une jambe, Éric de Orny sera impliqué. On peut utiliser un euphémisme pour vous dire que lorsqu'on rentre dans ces domaines, personne ne peut exclure d'occuper un jour ou l'autre la place de la personne soupçonnée. Ça, c'est quelque chose qui nous prévient d'une analyse superficielle. Dans cet espace, la guérison, le pouvoir de guérir, le pouvoir de s'approcher de la mort et de la maladie, c'est évidemment un pouvoir qui attire des soupçons. Parce que c'est un territoire où la logique, la seule logique que Éric de Orny n'avait jamais cessé de souligner, c'est la logique du combat. La guérison pour Éric de Orny est la scène d'un combat. Et l'image qu'il donne souvent, c'est d'un guérisseur comme un boxeur. C'est la scène d'un combat entre des pouvoirs, les pouvoirs du plus fort contre le pouvoir du plus faible. Et cette image va retourner dans ses écrits plusieurs fois, même lorsqu'il cherchera d'investiguer la prolifération des promesses de guérison, promesses pacotilles, qui occupent désormais les marchés de l'Afrique comme de n'importe quel pays dans le monde. Je vais conclure sur la question, encore une fois, de la guérison et de ce qu'il m'a appris. Effectivement, il m'avait suggéré quelque chose que je n'ai jamais pu réaliser, de poursuivre les enquêtes qu'il avait seulement commencées sur la CAMC. Il me disait, Roberto, il faut que tu reprennes ces enquêtes. La raison pour Éric de Orny était au moins double. Là, il s'est joué un savoir qui était en train de disparaître, donc il fallait investiguer ces savoirs de la prophétie, mais il avait vu encore avec son intuition que dans son savoir, il s'est joué un conflit entre le savoir local et les pouvoirs politiques, parce que la CAMC occupe une place antagoniste au pouvoir centralisé. Et donc, il était très curieux de voir comment il allait s'évoluer dans le Cameroun moderne, ces conflits entre un savoir local et les pouvoirs bureaucratiques, les pouvoirs politiques centralisés. Le savoir des thérapeutes traditionnels, pour de Orny, a été souvent un espace de critique du pouvoir politique centralisé. Éric de Orny n'est pas le seul à le dire. Stephen Fireman, dans d'autres pays d'Afrique centrale, disait déjà, dans la même année, 85-95, que traditional healer, traditional medicine is a space of social and political criticism. La guérison, la thérapie traditionnelle, les savoirs des guérisseurs, c'est un espace de critique sociale. Et donc, il faut reprendre à la lettre cette perspective, ainsi que l'invitation, la suggestion d'Éric de Orny, parce que étudier le monde de la guérison, c'est aussi le placer pas dans les côtés obscurs de la tradition, du secret ésotérique, mais plutôt dans les enjeux du politique aujourd'hui, dans un pays qui change et dont Éric de Orny avait vu toutes les transformations, à partir aussi de la crise des jeunes étudiantes du lycée Lieberman. Il y a une image puissante lorsque un gars dans la classe d'Éric de Orny tombe en proie d'une crise de convulsion.
personne ne sait quoi faire, les autres compagnons du gars savent quoi faire. Ils utilisent de l'eau, ils jettent de l'eau, la crise disparaît. Je peux dire qu'en lisant Éric Deorny et cette image, j'ai appris sans en avoir conscience une véritable technique qui m'est arrivée une fois d'appliquer à Turenne avec un immigré qui était arrivé dans un contexte qui est trop long à décrire, en proie à une crise sorcellaire, angoissé comme s'il voyait désormais à son côté des ennemis et capable de les tuer. Et l'image que j'avais lue et appris dans les livres d'Éric Deorny, et de laquelle on avait beaucoup parlé lors de nos rencontres, de quelque manière m'est arrivée et en me poussant à prendre une bouteille d'eau, en le versant cette eau sur les patients et les voir radicalement changer dans quelques secondes. Et peut-être il faut retourner à interroger la puissance de ce geste qui trop souvent nous banalisons sans en reconnaître la capacité de renverser le monde d'une expérience. Et le dernier mot, c'est sur cette dialectique que je partage totalement, suggéré déjà par Simona, entre la foi, et l'acte de foi et l'acte de croire. Parce que Éric Deorny, il avait découvert depuis son début de l'expérience camerounaise que l'acte de croire à l'autre, c'est pas simplement un acte relatif à une personne. C'est un acte politique, c'est un acte épistémique, c'est un acte de justice épistémique. Reconnaître la vérité de l'expérience de l'autre, c'est un acte de justice épistémique qui restitue à l'autre la dignité de son savoir, de ses expériences corporelles, qui ne sont plus des simples symptômes africains, mais qui sont la vérité d'une manière autre d'être au monde. Desmartins aussi disait les manières différentes d'être humain au monde. Et quand Deorny nous invite à respecter l'expérience de l'autre, je le trouve, au-delà du fait d'être un jésuite, etc., et un anthropologue contemporain, attentif à se mesurer, à se confronter, pas seulement avec la croyance, mais avec la vérité de l'expérience de l'autre. Ça, c'est une suggestion que je pense nous a profondément, radicalement transformés, nous permettant de nous approcher d'une manière différente aux personnes qui souffrent, et capable aussi de nous placer devant la souffrance de l'autre avec une posture, un respect que malheureusement la médecine, la psychiatrie, la médecine de blanc souvent oublie, en particulier quand elle rencontre les patients étrangers. Et je m'arrête ici très reconnaissant à Jean-François qui a voulu nous donner la possibilité de retourner sur une cascade de souvenirs, d'images qui continue à nous transformer, à nous animer. Et je pense, toi aussi. Merci alors pour cette occasion de parler d'Éric Deorny. Merci beaucoup à tous les deux. Je ne sais pas si Jean-François, tu veux intervenir à ce stade. J'aurais des choses à dire, mais on peut peut-être prendre un premier round de questions. On va faire comme ça, oui, parce que j'ai plein de questions aussi. Éventuellement, je reviendrai sur les points que vous avez soulevés.
Merci. En tout cas, si on n'avait pas déjà l'envie de lire Éric de Rosny, ou de le relire, vous nous avez encore plus donné l'envie de le connaître dans toute sa complexité, effectivement. Et on a oublié de dire, je crois, que Roberto est l'auteur d'un des articles qui accompagnent les écrits d'Éric de Rosny dans ce coffret, tout comme Peter Richir, qui donc n'a pas pu venir. Mais on ouvre volontiers le débat. Si vous avez des questions, des remarques. Des souvenirs. Des souvenirs aussi. Des réflexes. Oui. J'ai passablement fréquenté des Africains en donnant des cours de communication non violente en Afrique, dans les pays francophones, et j'avais souvent des conversations avec des jeunes Africains qui me racontaient les miracles que faisaient certains guérisseurs locaux. Et j'ai aussi perçu que tout ce qui pouvait arriver à, sans vouloir être de racisme, c'est plutôt une expression culturelle, un Africain, c'est toujours la responsabilité de quelqu'un. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un est mort, c'est qu'il y a une personne qui l'a voulu, responsable ou coupable. Donc je retrouve tout à fait ce que vous disiez à propos d'Éric de Rosny, c'est l'expérience que j'ai faite. Donc ça peut déboucher sur des malentendus, parce que alors si un enfant est malade, on va accuser le frère de la mère, qui normalement est le garant de la vie de cet enfant, de ne pas l'avoir suffisamment bien gardé. Donc on va prendre des bâtons pour aller taper, pour se venger de ce personnage. Ça m'a beaucoup trouvé, j'ai trouvé très très étrange, mais finalement assez fréquent, cette pensée africaine qui probablement est un peu sous-jacente à la nôtre aussi, hein, mais un peu systématique dans cette pensée africaine. Je dis pensée africaine comme si c'était global, mais finalement c'est pas tellement au Cameroun ou au Gabon, parce que j'ai trouvé la même chose au Burundi. Donc oui, c'est un petit peu dans la culture africaine, que je respecte beaucoup par ailleurs, parce que il y a aussi cette pensée de Ubuntu qui consiste à considérer l'autre comme un autre moi-même. Donc il y a un peu ces deux faces-là dans cette pensée que j'ai perçue en Afrique, où je suis très très admiratif de cette façon de considérer l'autre comme un autre moi-même, et puis aussi cette espèce de, oui, je dirais de ce que vous nommez l'invisible, qui consiste à trouver toujours un sorcier quelque part qui est à l'origine du mal que je subis. Voilà, donc on va trouver un ganga qui va me dire quelle est la personne qui m'a jeté un sort. Voilà. Merci. Merci. Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas, Simone, Roberto, qui... Oui, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je commence et après j'ai confiance en Roberto qui peut continuer. De Rosny nous a appris aussi une expression qu'on a utilisée avec des autres amis. Et il y a surtout un jeune Congolais, Bertin Zonza, qui toujours nous dit, mais vous m'avez appris une chose ici. De Rosny nous disait, il faut vivre avec son sorcier. Il faut vivre avec. La sorcellerie, je pense que sur cette démarche de la sorcellerie, on est encore très loin de comprendre ce qui
ce qui est. Peut-être on a un peu plus compris ce que des anthropologues ont appelé la peine de cotisation de la sorcellerie, parce que est plus semblable à ce que la sorcellerie a été en Europe aux périodes médiévales. Mais ce qui est la sorcellerie, c'est vraiment encore un terrain à connaître, à explorer. Deux petites choses. Nous, moi et Roberto, je dis nous en tant que nous, Anne-Char et Edo, on a appris grâce à Éric Deroni qu'on peut toujours être soupçonné. C'est pas facile de le reconnaître, c'est pas facile de vivre avec cette potentialité d'être des agresseurs. Mais c'est quelque chose que je pense, quand on grandit au Cameroun, on apprend très tôt. C'est quelque chose qu'on apprend dès qu'on est des enfants. Et on grandit en sachant qu'on peut être des agresseurs pour les autres. Tout le monde apprend à soupçonner et à être soupçonné. C'est une dynamique. Et à certaines conditions historiques, cette circulation du soupçon est résolue. À certaines autres situations historiques, ça peut ouvrir un conflit qui ne va pas se résoudre facilement. Mais c'est quelque chose qui, je ne sais pas comment le dire, c'est vraiment un exercice, un processus d'apprentissage, de ne pas effacer les faits, qu'on peut toujours devenir agresseur pour l'autre. Et je pense que dans ce sens, Éric Deroni va développer le concept de responsabilité. Ça soumet cette position d'agresseur dans le monde. Deuxième petite remarque, deuxième petite réaction, c'est que la logique de l'accident, la logique des choses qui arrivent par hasard, on dit comme ça, n'est pas une logique qui tienne dans les contextes camerounais où on a travaillé. L'accident n'existe pas. Il faut interroger l'événement. Il faut donner des interprétations. Alors, je ne sais pas si là, je force un peu trop la main, mais je pense que ce qu'on apprend par cette philosophie ou psychologie, c'est qu'il faut développer des interprétations sur les événements. Et la logique de l'accident ou de hasard, si on pense sérieusement à ça, quand on l'utilise, va interrompre le processus d'interprétation. On est tranquille en disant, bon, c'est par hasard, c'est un accident. On n'est pas plus obligé à interpréter le monde, à donner une théorie sur l'événement. Et je pense qu'Éric Deroni, grâce au maître Dean et à toutes les personnes qu'il a rencontrées, va développer un autre désir d'être au monde, c'est-à-dire interroger les événements et construire beaucoup des interprétations. Et donc aussi, ça c'est quelque chose que j'ai appris en lisant un article d'Éric Deroni qui s'appelle justement les liengu de Claire. C'est le liengu, c'est l'esprit de l'eau d'une jeune femme qui s'appelait Claire, qu'il avait rencontrée à Kribi, donc sur la côte, le littoral sud de Douala, et qui montre très bien la recherche des interprétations multiples, soit de la personne malade, soit du guérisseur. Dans ces cas-là, c'était une guérisseuse qui
qui est spécialiste sur la possession des liengu, des esprits de l'eau, mais à un certain moment du rituel, elle dit à Claire, là, c'est pas un liengu, il y a quelque chose d'autre, il faut aller à chercher une autre interprétation. Et donc, c'est une autre façon de traiter la maladie. Ce n'est pas la recherche d'un diagnostic clair qui est dit une fois partout et qui bloque toutes les interprétations. C'est donner au malade la possibilité d'aller à la recherche des interprétations multiples qui peuvent expliquer des événements. Si je peux faire un complément. Merci d'avoir donné plusieurs disons, développements à cette pensée de la sorcellerie. Effectivement, en Afrique, on est tous soupçonnés à un moment donné à un autre d'être sorciers. Je parle de l'Afrique, mais je pourrais parler aussi du monde occidental, parce que le complotisme, c'est un peu ça. Le complotisme, c'est toujours trouver la faute de quelqu'un qui est à l'origine du malheur qui nous arrive. En ce qui concerne le virus le virus du Covid, bon, il y a une sorte de complotisme qui s'est battu. Ah, c'est l'armée américaine, ah, c'est l'armée chinoise, ah, c'est ceci, ah, c'est cela. C'est du complotisme. Au fond, nous sommes aussi dans ce genre de pensée, d'interprétation, où on cherche qui est responsable, sinon coupable. Voilà, ça, je voulais juste faire ce parallèle. Non, mais Merci, oui. merci, votre remarque ouvrirait, parce qu'il y a, il n'y a pas le temps, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été dites récemment sur les relations de proximité entre discours sorcellaire et complotisme. Mais je ne vais pas toucher ça parce que ça ouvre notre débat. Je dirais que, en reprenant ce que Simona était en train de dire, les mots d'Éric Delaunay qui sont une devise, voilà, chacun doit apprendre à vivre avec son sorcier, nous révèlent aussi une forme de conscience, à proprement dire psychologique, sur ses propres sentiments d'ambivalence. Pour jouer un peu, on pourrait dire que ces cultures sont plus psychanalytiques que la psychanalyse. Elles nous apprennent à reconnaître qu'il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à reconnaître dans nous-mêmes. Et si on fait la comparaison, la médecine scientifique en Europe a célébré son triomphe lorsqu'elle a voulu expulser le côté moral du processus de diagnostic. Mais comme le dit Zapleni, à tort et à raison, elle a fait ça. Parce que si elle a gagné beaucoup en effaçant les questionnements moraux, tels que pour les hystériques, on ne dit plus qu'elles sont des victimes du diable, avoir expulsé un questionnement moral a banalisé la question que la souffrance de l'autre engendre dans les groupes. Alors, vous voyez, le complotisme, c'est plutôt loin. La sorcellerie nous concerne, nous. Moi par rapport à mon ami, moi par rapport à ma femme, moi par rapport à vous. C'est quelque chose qui concerne les relations quotidiennes. Et ce questionnement est très très aigu, parce que personne ne peut échapper à la question: quelle est la place que j'occupe face à ce qui est mon voisin? Quelle est la place et les désirs qui m'habitent par rapport à la personne avec laquelle je partage le repas? Donc, c'est un questionnement dont nous connaissons aussi les expressions tragiques. Souvent, les funérailles se sont transformées dans des luttes, dans des combats en Afrique, même récemment. Donc, nous savons que cette dimension peut échapper de tout contrôle social. Mais c'est un questionnement qui
effectivement ouvre une autre danse autour de ce qui est la souffrance. Éric de Rosny a appris ça en étudiant les guérisseurs, mais tout le monde de la guérison, tout le monde de la médecine traditionnelle en Afrique sait qu'il y a effectivement des désirs de mort. Même si vous allez au Sénégal, il y a des catégories diagnostiques locales qui parlent du désir de mort de la mère pour expliquer le fait que l'enfant n'arrive pas à se nourrir, à grandir, à se développer. Ça, c'est une psychologie profonde. Les catégories diagnostiques de la psychiatrie contemporaine arrivent tard et mal, mais tout ça est pris en compte par le tradithérapeute, a été pris en compte par Éric de Rosny et investigué dans sa complexité. Je pense que nous devons recommencer là pour comprendre la sagesse de ces itinéraires. Parce que les guérisseurs, souvent, presque toujours, comme l'a dit Fabrizio Sada, travaillent justement pour pousser la personne à reconnaître sa propre agressivité. Nous aimerons être des bons patients, des victimes de la haine de l'autre. L'acte thérapeutique, le véritable acte thérapeutique, ne peut pas s'accomplir sans nous pousser à reconnaître la partie d'agressivité qui nous hante, qui nous habite et qui nous pousse à faire des choses sans qu'on a nécessairement la conscience. Merci. Jean-François, Oui, il se trouve que j'ai rencontré et commencé à lire Éric de Rosny dans les années 70, donc il y a un moment où on commençait en France à connaître un courant de la psychiatrie britannique qui remontait sans doute à la fin des années 50 ou aux années 60, enfin le temps de la traduction, qui était l'antipsychiatrie. Et j'ai toujours été frappé, alors j'espère ne pas trop faire souffrir mes amis anthropologues, mais j'ai toujours été frappé par la convergence au fond de ce que nous dit, on va dire, la théorie de la sorcellerie en Afrique et l'interprétation ou la compréhension de l'antipsychiatrie. Au fond, ce que nous disent les antipsychiatres, c'est, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, notre effort pour rendre l'autre fou. C'est-à-dire que dans les rapports humains, dans les rapports sociaux, et notamment dans les rapports familiaux, à travers très souvent l'amour qui se déploie, il y a la destruction de l'autre. C'est ce que... Thomas Satz, par exemple. Par exemple. Donc la mère veut détruire l'enfant par excès d'amour. Et je crois qu'au fond, c'est très très proche de ce que nous disent les patients ou les guérisseurs sur lesquels travaille Éric de Rosny. Je me souviens d'une cure, je ne sais plus si c'est celle de Claire ou d'une autre patiente, et à un moment donné, un oncle, parce qu'il faut quand même essayer de se représenter, bien que nous n'ayons pas d'image là, ce que c'est qu'une cure de soins, une séance de soins d'un gars. Et Éric avait pris des photos, mais il a également fait un ou deux films qui sont vraiment saisissants. Donc la famille réunie, de la nuit bien entendu, et le Nganga crache du feu, donc il parle, il invective, etc. Et il crache du feu, donc c'est quand même très violent, y compris sur lui-même. Ça veut dire qu'il prend des grandes lampées de pétrole qui crachent du feu, donc fondamentalement il se détruit. Ce que l'on sait de tout cracheur de feu sur n'importe quelle foire de village. Et il est en combat. Et c'est un combat. Il est un guerrier et il affronte une autre force. Ce sont deux forces qui s'affrontent. Et sa force doit l'emporter sur celle du sorcier. Et à un moment donné, donc, le guérisseur dirige son feu vers inévitablement un oncle. Et la réponse de l'oncle, c'est de dire je ne l'ai pas ensorcelé,
Mais si je l'ai ensorcelé sans savoir, je paye mon écho, je ne sais plus, enfin, quel est le mode de résolution du conflit. Donc il y a cette notion dans le discours de la sorcellerie que l'on peut vouloir la mort de l'autre, ou la souffrance de l'autre, ou l'affaiblissement de l'autre, sans savoir, sans en être conscient. Et ça, c'est quelque chose enfin, de très compréhensible par effectivement la psychanalyse, ou même par le sens commun. Bon, et il y a également une représentation alors plus marxienne de la sorcellerie, c'est que le suspect usuel, c'est celui qui s'enrichit de manière inexpliquée, c'est-à-dire essentiellement par les lois du capitalisme, un capitalisme que évidemment on ne comprend pas bien, et nous-mêmes d'ailleurs, est-ce que nous comprenons bien le capitalisme, les marchés financiers, etc. Donc c'est une espèce de monde mystérieux. D'ailleurs en économie on parle parfois des invisibles. Donc ce monde de l'invisible, par exemple de la finance, qui va faire que tout d'un coup des gens se retrouvent devant des pactoles absolument extraordinaires et que d'autres vivent dans la misère la plus abjecte. Et, bon. Donc il y a ce monde très très mystérieux, et évidemment très mystérieux dans une société comme la société camerounaise, qui découvre le capitalisme relativement tardivement par rapport aux sociétés occidentales. Et donc le sorcier, c'est celui qui mange, c'est ce qu'on a fait avec Simona et Roberto depuis 48 heures, c'est celui qui mange l'autre en le faisant travailler, donc sur ces fameuses plantations du Mont Coupé. Et là, ça évoque irrésistiblement des pages de Marx qui dit le capital, c'est comme un vampire qui suce la substance du travailleur. Alors on adhère ou on n'adhère pas à cette définition du capitalisme, mais moi, ce qui me frappe dans le discours de la sorcellerie, c'est cette espèce de critique qui est presque une critique du socialisme utopique du 19e siècle français, Proudhon, Fourier, qui dit ce qui est en jeu, c'est effectivement la vie. Et il y a quelque chose de très, j'aime pas tellement le terme moderne, mais de très actuel dans ce discours. Et puis une dernière notation, parce que ce qui est quand même très frappant dans ce que vous disiez sur l'œuvre d'Éric de Rosny, c'est son actualité par rapport à certains de nos débats. Est-ce que je peux devenir un Nganga, et pire encore un initiateur de Nganga alors que je suis blanc? C'est toute la problématique de l'appropriation culturelle. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de chanter du reggae alors qu'on n'est pas noir? Est-ce qu'on a le droit de porter une chemise africaine alors qu'on n'est pas africain? Donc tout ce débat sur l'appropriation culturelle. L'inquiétude épistémique sur la vaccination, on a connu ça pendant 2 ans avec le Covid, mais surtout le soupçon. Aujourd'hui, c'est tout le débat sur les rapports de genre, respect. Vous avez vu les affiches dans l'IHEID. Et est-ce que l'on peut dire telle chose sans être soupçonné d'avoir un comportement inapproprié vis-à-vis d'une femme ou vis-à-vis d'un homme? Et d'une certaine manière, on vit aujourd'hui un moment de mise en soupçon généralisé d'autrui. Et ce que nous disent les Nganga du Cameroun résonne étrangement avec notre familiarité. Donc une fois de plus, banal Afrique. Merci. C'est dommage que notre doctorant Béatrice Patrick Bellinga ne soit pas là, qui travaille sur la politique du soupçon, justement, et de la suspicion. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? On a encore un petit peu de temps devant nous. Oui? C'est une question qui est dans la ligne de la différence entre le syncrétisme religieux et l'inculturation propre des jésuites. Simona avait parlé premièrement de la différence entre la foi et la croyance, être avec foi et croire. Ok, je crois dans tout cela, mais à la fin, qui gagne la bataille? Pour parler avec d'autres mots,
Quand Éric de Rony devient un Ganga, d'où vient son pouvoir? Est-ce qu'il dit explicitement mon pouvoir vient de cette tradition spécifique? Parce que dans une perspective plus catholique, les options sont très courtes. Ou la source de pouvoir est angélique ou Dieu ou de démoniaque. Alors, où est Éric dans ce débat entre syncrétisme religieux et inculturation jésuite? Merci. Je vais pouvoir répondre, c'est acculturation jésuite. Comme je disais tout à l'heure, il n'est jamais passé de l'autre côté du miroir. Donc il est toujours resté un prêtre catholique, jésuite, et sa démarche, c'était celle de Saint François Xavier. Et Saint François Xavier, il s'est fait rappeler à Rome, et il est revenu à Rome. Et je crois que si Éric de Rony avait été rappelé à Rome, il n'aurait pas hésité, il serait allé à Rome. Donc là, il n'y avait pas la moindre... Là, pour le coup, il n'y avait pas la moindre ambiguïté ou la moindre ambivalence. Il savait ce qu'il était. Et moi, personnellement, d'ailleurs, ça m'a beaucoup, sans doute, aidé dans mes premiers pas de chercheur, un blanc travaillant sur la société camerounaise. D'une certaine manière, enfin, les choses ont toujours été très claires. Moi, j'ai toujours été un chercheur français, blanc, travaillant sur la société camerounaise. Et il y avait toujours cette distance, cette mise à distance. Et lui, effectivement, avait cette complexité d'une formidable capacité d'empathie, d'appropriation, mais au sens, oui, marxien du terme, et néanmoins une certaine mise à distance. Peut-être d'ailleurs cette mise à distance que vous avez ressentie lors de votre première rencontre. C'était pas un homme qui vous tombait dans les bras comme ça. Il était... et par exemple, quand vous lisez Les yeux de ma chèvre, il se trouve que on était vraiment amis. Et quand... donc il était très content quand un jour... enfin, il avait envoyé, je crois qu'on avait parlé entre nous, et je crois que il m'avait sondé, et je lui ai dit oui, envoie ton manuscrit à Jean Mallory. Et alors Jean Mallory n'a pas répondu évidemment pendant 2 ans, et puis au bout d'un moment, Jean Mallory a dû admettre qu'il avait, puis à l'époque, les manuscrits c'était tapé à la machine. Donc Jean Mallory un jour a dû admettre qu'il avait perdu le manuscrit au Groenland ou je ne sais où. Donc il a fallu renvoyer le manuscrit, et finalement Mallory a accepté le livre, mais à une seule condition, c'est qu'Éric de Rony écrive un chapitre autobiographique. Et pour lui, ça a été un martyr. C'est-à-dire que cette espèce de premier chapitre autobiographique où il raconte qu'il vient d'une grande famille, les douves du château, etc. Et bon, il m'a fait lire ça. Et je lui ai dit, écoute, oui, franchement, c'est pas le meilleur du livre, quoi. et donc, il était extrêmement pudique. Mais il y a comme ça ce mouvement intéressant. Mais la réponse à votre question, elle est très claire. Il est du côté de l'acculturation jésuite. Il n'est pas du côté du syncrétisme. Et ça, c'est quelque chose qu'il a toujours refusé. Et dans sa démarche de Nganga, il n'y a rien de syncrétique. Et comment est-ce qu'il se positionnait, lui, par rapport à ces reproches non seulement parce que c'est pas juste de l'appropriation culturelle, enfin, comme tu disais, Roberto, c'est de toucher à l'ultime espace qui avait peut-être échappé encore à la colonisation, à la domination par les Blancs. Donc c'est symboliquement très fort comme reproche. Comment est-ce que lui se positionnait par rapport à ça? Mais s'il se positionnait. Je crois que de pouvoir répéter ce que Jean-François est en train de dire. Il n'a jamais dit de soi-même qu'il était devenu un Ganga, par exemple. Il a voulu, par exemple, travailler avec les agresseurs. Il a voulu recueillir des connaissances et cultiver des plantes médicinales dans son jardin pour permettre à ce savoir de se reproduire, mais sans dire moi, je suis de l'intérieur. Et je pense que ça, c'est une discrétion qu'il a voulu garder jusqu'à la fin.
pour éviter, même, il faut se le dire, à Douala, il rencontrait des personnes. Lorsqu'on allait à Douala le rencontrer, il y avait souvent une queue de personnes qui allaient déposer dans les oreilles de Rony, dans les mains de Rony, leur souffrance et leur angoisse. Mais il, de quelque manière que nous pouvons simplement imaginer, garder son rôle de jésuite qui écoute, qui aide les autres à faire ce que les jésuites appellent discernement. Ça, c'est un mot typique de Saint Ignacio de Loyola. Et travailler avec les autres, mais il ne voulait pas devenir le petit ganga. Il connaissait bien le risque et la séduction. Et je pense qu'il faudrait un jour s'interroger sur ce que les jeunes Camerounais à l'époque, et aujourd'hui encore, Théophile Nounouk et les autres, pensent de ce côté. Parce que ça, c'est un problème que nous avons connu pour d'autres anthropologues. D'autres anthropologues ont voulu devenir... mais là, nous avons aussi un prêtre, pas seulement un anthropologue. Donc, c'est le redoublement de tous ces risques. Éric de Rony n'était pas Castagneda. Ah non, absolument. Il n'était pas Pour prendre un contemporain. Il y a eu un moment grandiose dans l'itinéraire d'Éric de Rony. Donc, il était devenu l'auteur des Yeux de ma chair. Il était devenu une personnalité tout à fait reconnue à Douala. Il participait à la fête du Ngondo. La radio. Oui. Il a été approché par Radio Douala, qui lui a proposé, alors là il a quand même hésité, et qui lui a proposé une émission en direct, qui était une émission, moi quand j'étais gamin à la radio sur France Inter, il y avait Madame Soleil, donc Madame Pichu téléphonait à Madame Soleil en direct et lui disait voilà, j'ai des difficultés de couple, et puis Madame Soleil répondait et naturellement ne disait rien, c'est-à-dire que disait ce que la personne voulait entendre pour démêler les nœuds dans sa tête. Bon. Et Éric de Rony s'est retrouvé en Madame Soleil sur Radio Douala une fois par semaine. Bon, et je pense que oui, avec tout le respect que j'ai pour cette congrégation, il faut quand même être jésuite pour arriver à gérer la situation. Et il faudrait retrouver ces enregistrements. Ah oui, ça c'est la et alors, je ne sais pas si c'était en français ou en langue douala. Tu les as entendus, toi, ces enregistrements? Et il était le deux. Oui, parce qu'il parlait très bien le douala. Il arrivait aussi à répondre, à réagir, et il donnait parfois des mots particuliers pour que seulement la personne puisse entendre ce qu'il était en train de dire. Non, mais c'est extraordinaire. Mais de toute façon, c'est une question très intéressante, la vôtre. D'où vient ce savoir et son savoir? Mais je pense que il faut reconnaître ce que Jean-François et Roberto ont dit, mais peut-être qu'ils laissent cette question vraiment ouverte et énigmatique. Je me rappelle des autres pages de Père Éric de Rony où il n'arrive pas à répondre à soi-même d'où viennent les images des violences qui me traversent, qui m'arrivent. Il disait que l'expérience de l'initiation avec les Nganga Din avait lui donné cette vision, cette capacité de... C'est pas une capacité, c'est vraiment très sérieux et il faut choisir les mots. Mais il était traversé par des images de violence et il ne savait pas l'origine, d'où venait tout ça. Cette nouvelle sensibilité. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut aussi garder un côté un peu plus énigmatique, suspendu, que même lui ne savait pas trop de cette expérience. Bon, merci. On a le temps peut-être encore pour une ou deux questions, s'il y en a. Si ce n'est pas le cas, oui, Jean-François.
Peut-être un mot de conclusion, enfin, sauf si toi tu voulais réagir. Non, pour clore un petit peu ce cycle infernal auquel on vous a soumis sur le Mont Coupier et qui est à la cheval sur les conférences de la chaire Voltramar dans différents formats, mais aussi sur l'enseignement que je donne dans le cadre de cet institut et de cette chaire. C'est que hier, donc, nous avons parlé de l'homosexualité en Afrique, dans son rapport aux transformations politiques. À midi, on a rencontré la figure de Frantz Fanon et aujourd'hui celle d'Éric de Rosny avec cette idée de guérison. Et tu citais tout à l'heure un texte de Steve Fireman qui est extrêmement important et qui montre comment ce que l'on appelle guérison dans l'Afrique ancienne, on va dire pour aller vite, dans l'Afrique précoloniale, est en fait une vision holiste, une vision totale de la société et qui renvoie à la spiritualité, qui renvoie à la sacralité, qui renvoie à l'ordre de la parenté, aux rapports sociaux. C'est ce que, d'une certaine manière, Foucault aurait nommé une gouvernementalité. Et Fireman montre comment l'irruption du colonisateur par la violence, qui est la violence de la conquête coloniale, disloque cette vision du monde et fait du guérisseur qui, dans les sociétés anciennes, portait toutes les contradictions, toute la complexité de la société, à la fois dans une dimension politique et dans une dimension thérapeutique. Ce guérisseur, ça devient une espèce de suspect et de personnage qui oscille entre la démence, une espèce de type qui tient des propos invraisemblable, qui est dans la superstition, et donc la démence d'un côté et la subversion de l'autre. Bon. La subversion, parce qu'évidemment, ces personnes ont été souvent suspectées par le colonisateur d'être des fomenteurs de troubles. Et il y a eu une espèce de fragmentation de ce monde. Le guérisseur a été rejeté du côté de la folie, soit la sienne, soit une catégorie particulière, la maladie mentale, mais qui était isolée et qui était désenchâssée en quelque sorte d'une vision plus générale du monde, et également, bien entendu, la guérison elle-même a été en quelque sorte pulvérisée. Et ce que nous dit, si ma mémoire est bonne, j'interprète peut-être un petit peu, mais c'est pas grave, ce que nous dit Fireman, c'est que non seulement le guérisseur a été rejeté dans une espèce de recoin, celui de la tradition, praticien des sociétés, voire dans la criminalité politique, etc., ou dans la criminalité banale, les rapports très compliqués entre les guérisseurs et la justice aujourd'hui. Et d'un autre côté, les patients eux-mêmes, ou les sujets africains, voient leur accès à la guérison fragmenté, pulvérisé. D'où cette idée d'itinéraire thérapeutique où les gens zappent en quelque sorte entre le guérisseur, le prophète, éventuellement le marabout musulman, l'hôpital psychiatrique, tous ces itinéraires et qui sont fragmentés et qui sont... et je crois que ça fait, me semble-t-il, le lien avec ce que vous exposiez ce matin à propos de Fanon et à propos de cet enseignement sur la violence. Je crois que l'image, le terme de guérison renvoie à un moment historique extrêmement compliqué. Et donc il y a une gouvernementalité de la guérison au centre de laquelle il y a la figure du prophète, alors en Afrique centrale, mais également en Côte d'Ivoire. Et Éric de Rosny a travaillé aussi. D'ailleurs, il m'avait emmené voir le prophète Albert Acho en Côte d'Ivoire, qui était un prophète, si je peux dire, parodiant Gramsci, un prophète organique, qui faisait partie de l'État ivoirien et de l'oufouettisme. C'était un personnage très important. Vous faites s'adresser à lui, Monsieur le prophète. Bon, et donc il y a des gouvernementalités de la guérison et qui sont très distinctes de la gouvernementalité que l'on retrouve par exemple dans le Sahel
et qu'anime, dans tous les sens du terme, le djihadisme aujourd'hui. Et là, on est dans des sociétés, dans des gouvernementalités du droit. Et je crois qu'on ne comprend pas suffisamment. Le djihad, il veut l'instauration d'un état de droit, qui est le FIR, qui est le droit islamique. Et je crois qu'une gouvernementalité du droit, ça n'a pas grand-chose à voir avec une gouvernementalité de la guérison. Et au fond, ce dont nous parlait à midi Frantz Fanon, étant le médium, et ce dont nous parle Éric de Rosny, nous étant les médiums, c'est un peu cette question. Et je crois que le terme de la guérison, il faudrait continuer à y réfléchir dans le cadre de la chaire, aussi bien côté conférence que côté enseignement, un peu selon ces pistes que j'ai évoquées. Merci. Effectivement, une très belle piste, deux très belles pistes pour la suite. Merci Jean-François encore une fois pour l'accueil. Surtout merci à vous, vos capacités d'improvisation qui Simone me font pâlir d'envie.